Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Vendée Globe. Durant tout l'été, certains des 27 skippers qui ont bouclé le tour du monde lors du dernier Vendée Globe nous racontent leurs courses, leur aventure. Aujourd'hui, c'est Arnaud Boissière qui va nous parler de son 4e Vendée Globe, lui qui est devenu le premier marin à boucler 4 Vendée Globe consécutifs. Mais voici tout d'abord le résumé de sa course. Arnaud Boissière, 48 ans, se lance sur son 4e Vendée Globe, lui qui a bouclé les 3 précédents. L'Arcachonnais d'origine et sablé d'adoption prend le départ sur l'IMOCA l'Amicaline Artisan Artipole, bateau de 2007 agrémenté de foil. Dès les premiers jours, il doit faire face à des problèmes de voile bloqués, ce qui lui vaut 2 montées au mât. On va pouvoir envoyer des voiles de caplage. D'accord les copains? D'accord. Il va falloir que du chipotoir, que je mette du charbon pour attraper un petit peu quoi. Une descente de l'Atlantique Nord compliquée qui s'achève par la traversée du Poteau Noir et le passage de l'Équateur le 23 novembre. Voilà, à l'hémisphère sud, on est parti pour un petit moment maintenant. Il est 22e à 5 jours du leader, ça va beaucoup mieux dans l'Atlantique Sud. Il est à l'avant d'un groupe composé de Pipe Air, Didac Costa et Manuel Cousin, rejoint ensuite par Armel Tripon. Puis c'est le début des mers du Sud. Le long de la zone des glaces, il distance le trio Cousin Air Costa et s'accroche à Armel Tripon. Il revient à hauteur de Stéphane Le Diraison et d'Alan Roura au niveau du cap de Bonne-Espérance qu'il franchit le 6 décembre en 17e position. Merci. L'Atlantique, on se revoit dans un mois. Là, on est dans l'Indien. Dans l'océan Indien, Armel Tripon s'est échappé. Arnaud Boissière est juste derrière Alan Roura. Il est chassé par 4 autres skippers. Le 22 décembre, le deuxième cap de ce Vendée Globe, le cap Lewin, est franchi. On a fait un tiers des mers du Sud. Donc c'est un moment important. Donc à chaque moment important à bord, on le savoure, ça c'est sûr. Le groupe de 6 s'étiole. Arnaud Boissière entre dans le Pacifique en compagnie de Pipe Air. Puis arrive Noël. Fêtez Noël au bout du monde, il y a des albatros, il y a de la mer. C'est super. C'est super génial quoi. Il recolle à Alan Roura à la fin du mois de décembre et garde toujours un œil sur la performance de son ami Yannick Bestaven qui passe le Cap Horn en tête. T'assures, grave mon pote, t'assures. Excellent. Entre le Point Nemo et le Cap Horn, c'est un trio Boissière-Roura-Air qui voit revenir sur lui Jérémy Bayou. Une semaine avant le Cap Horn, Arnaud Boissière rencontre de grosses conditions avec du vent jusqu'à 60 nœuds. Je pense que pendant quelques heures, j'ai mis un peu la course en suspens et je me suis plus occupé de moi, du bateau, des manœuvres, rien cassé. Puis le 11 janvier, il franchit pour la 4e fois le mythique cap au sud du continent américain. Il est 14e. Merci Pacifique. Ça n'a pas été tendre, hein. Mais on s'en est sorti quand même. De retour dans l'Atlantique, les conditions s'améliorent très vite. Arnaud Boissière navigue à proximité d'Alan Roura. Le 27 janvier, c'est une double célébration avec le 2e passage de l'Équateur, mais aussi la victoire de Yannick Bestaven. Pense à Yannick qui suit dans la victoire. Pense à cet océan. Dans l'Atlantique Nord, le skipper de l'Amicaline Artisan Artipole est suivi par 5 autres bateaux et doit contourner par l'ouest une grosse barrière anticyclonique. Il doit parcourir 700 000 supplémentaires. Ça va faire mal en termes de temps. Voilà, c'est parti du jeu, malheureusement. Aux Açores, il fait partie d'un groupe de 5 qui se livre une belle bataille. Arnaud Boissière se montre le plus rapide jusqu'à la ligne d'arrivée qu'il franchit le matin du 11 février après 94 jours, 18 heures et 36 minutes de course. Bonjour Arnaud, Bonjour. on va revenir sur ce 4e Vendée Globe, mais avant cela, comment s'est passé le retour à terre? Est-ce que justement, en ayant déjà réalisé plusieurs Vendée Globe, on gère un peu mieux cette période qui n'est pas forcément simple pour tout le monde? Bah écoute, c'était une situation bizarre quand on est parti, et puis même le retour c'était bizarre. J'ai vraiment le sentiment d'être jamais vraiment parti au final. Tellement que c'est passé vite, c'est 3 mois en mer. Et depuis que je suis rentré, il y a eu beaucoup d'activités. J'ai pas vraiment eu de temps mort. Mise en chantier du bateau, remise à l'eau du bateau, on renavigue avec les partenaires. Donc voilà, ça s'est
Plutôt bien passé, comme si j'avais rien fait au final, comme si cette remote autour du monde était comme une petite régate le dimanche. Même physiquement, il y a quand même un petit temps d'adaptation, de réadaptation, j'imagine, quand on revient. Bah, physiquement, tu vois, j'ai un peu regrossi. Non, mais je me suis refait, on va dire, psychologiquement et physiquement. Physiquement, tout d'abord, parce que on revient, on n'a plus de jambes, du fait d'être pendant 3 mois en mer et de pas beaucoup marcher. Du coup, j'ai fait une petite rééducation en faisant un peu de sport, en faisant plus d'activités avec mes jambes. Après, psychologiquement, c'est lié au fait que le sommeil, le sommeil fractionné. J'ai mis 3 semaines, 1 mois à m'y remettre, quoi, vraiment dormir complètement des nuits. C'est plutôt un bon retour parce que j'ai réussi à finir. Je suis relativement satisfait parce que j'ai réussi à finir devant notamment le japonais qui me talonnait. Et puis devant Alain Roy et Stéphane Liraison, qui étaient quand même les 2 bateaux qui étaient devant moi à la Roue du Rhum. Donc du coup, c'est un bon retour parce que pleinement satisfait et pleinement content. Et puis avec mon équipe, on est dans l'activité, donc plutôt bien pour affronter un bel été. Comment on explique aussi rapidement, on se replonge dans autre chose, vers l'avenir, que finalement on coupe pas énormément. C'est le cas pour de nombreux skippers. Ouais, c'est le cas de plus en plus pour de nombreux skippers parce que maintenant, en fait, par rapport à il y a 15 ans, on se disait je fais un Vendée Globe et puis après je ferai autre chose. Bon, je suis mal placé pour en parler parce que moi, depuis 2008, je fais que ça, on va dire, que des projets autour du Vendée Globe. Mais parce que le Vendée Globe a aussi cette richesse-là, c'est que maintenant, c'est pas une aventure, c'est encore moins une aventure qu'avant. C'est avant tout une régate aussi technologique, avec des bateaux plus ou moins récents, mais en tout cas, aucun des projets a des projets stables. On va dire que le bateau, il évolue, et ça, c'est chouette, quoi. Chaque bateau évolue, chaque skipper évolue, on essaie de progresser. Du coup, c'est une excitation pleine à ce niveau-là. Donc, tout de suite, même avant d'arriver, déjà, on se projette. Tu vois, après le Cap Horn, déjà, tous ont réfléchi. D'ailleurs, on a pas mal discuté entre nous. Qu'est-ce qu'on fera après? Quel type de projet on ferait? On construit un bateau, on se reprojette comment? Et tout ça. Et c'est chouette. Je crois que 20 des skippers qui sont arrivés projettent de repartir, quoi. Ils ont des projets quasiment aboutis. Donc c'est chouette. C'est grâce au circuit IMOCA, grâce à la notoriété du Vendée Globe, et aussi qu'entre les Vendée Globe, il y a des courses de plus en plus médiatiques. Donc c'est chouette. Ça fait une belle excitation. Alors, on vous a beaucoup parlé avant le départ et bien sûr après l'arrivée de ces 4 Vendée Globe à la suite. On a l'impression que finalement, cette performance, cette première, avait plus d'importance pour les observateurs, les gens qui les entouraient, que pour vous-même. Vous vous sentez même des fois un peu agacé de toujours devoir reparler de ces 4 à la suite. Ouais, je n'étais pas agacé, mais ça met une certaine pression avant le départ. On avait fait le logo Puissance 4 avec des jeux d'ailleurs Puissance 4 en pensant à 4 Vendée Globe, mais on est un peu superstitieux quand on est marin, donc tant que c'est pas fait, c'est dur d'en parler. Mais du coup, à l'arrivée, on m'a beaucoup parlé de ça aussi, et c'est à la fois chouette et c'est à la fois aussi un peu frustrant parce que je fais pas ça pour en faire le plus possible. Je fais ça parce que d'abord ça m'excite, mais ça donne aussi, par rapport aux partenaires qui m'accompagnent, une valeur au projet. J'en ai fait 4, j'ai fini les 4. C'est important pour la fête qui est le départ, mais aussi l'arrivée, de finir un Vendée Globe. Donc non, pas agacé, plutôt amusé plus qu'autre chose. Là, au quotidien, quand il y a des gens qui passent sur le ponton, s'ils doivent se souvenir quelque chose de Vendée Globe, c'est que j'en ai fait 4, j'en ai fini 4. Donc c'est plutôt amusant. En plus, c'est d'autant plus amusant que je suis basé au Sable d'Olonne et que c'est mon quotidien. Donc autant dire qu'à l'arrivée, ouais, ça m'agaçait un peu. Maintenant, avec du recul, je suis plutôt amusé et je prends ça plutôt comme un compliment. Ça sert à rien de faire trop son modeste non plus. Donc voilà, maintenant, je prends ça comme une valeur. Mais c'est vrai qu'on me parle beaucoup de ça. Alors, vous dites que chaque Vendée Globe est différent. Alors celui-là, quelles sont les particularités de ce 4e, s'il y avait quelques mots qui pourraient qualifier ce 4e Vendée Globe? Je pense qu'il était particulier ce Vendée Globe-là, c'était l'intensité du niveau des skippers, du niveau de préparation des bateaux. Que tu sois les premiers, tu as vu, les 8 premiers pouvaient quasiment gagner à l'arrivée. Et même nous, dans notre groupe, je pouvais faire 15e comme 20e. Donc ça prouve que c'était vraiment intense. La course était intense, mais c'est pas pour dénigrer le côté aventure, parce que l'aventure était là, était pleinement présente. Et ça, c'est chouette. J'ai l'impression que ce qui nous a rapprochés de ce Vendée Globe-là, c'est les conditions sanitaires d'avant le départ. On a fait beaucoup de réunions 6-8 mois avant le départ. Et du coup, on est extrêmement solidaires entre coureurs, avec les partenaires, mais aussi les organisateurs,
Puis le département, on parlait d'une voix à chaque fois, on était quasiment tous d'accord, faut que ce Vendée Globe ait lieu. Donc ça c'est chouette. En termes de conditions météo, c'était dur, mais un tour du monde c'est forcément dur. On m'a demandé justement du fait que j'en ai fait 4, de les classer. C'est un peu dur de classer tes Vendée Globe, c'est comme si tu avais 4 enfants et que tu devais dire tu préfères un tel, donc c'est un peu particulier, mais au niveau conditions, j'ai l'impression que c'était mon deuxième le plus dur. Le premier était extrêmement dur en 2008-2009, avec beaucoup d'abandon dès le départ et puis des conditions tout au long assez extrêmes. Là, les conditions étaient extrêmes parce que on n'avait jamais de conditions stables. Quand il y avait 20 nœuds, c'était de 15 à 40 nœuds. Et ça, c'était dur à vivre pendant 3 mois. Donc c'est quelque chose qu'il faut appréhender pour l'avenir aussi. Et aussi nos bateaux à foil, que ce soit des petits foils comme le mien ou des grands foils, mais ça reste des bateaux extrêmement puissants et de ça, il faut en tirer des conséquences et se dire que des casques anti-bruit, le confort à bord, j'en ai beaucoup parlé avec Samantha à bord, tu vois, Samantha Davis, elle disait qu'elle avait un peu trop dénigré sa cuisine, ça paraît idiot, mais la vie à bord est importante dans ces moments-là, de se faire des mini-plaisirs. Alors justement, il y a eu, comme pour tous les skippers, des problèmes techniques, des soucis dans la course, où dès le début, il y a des problèmes qui vous ralentissent et qui vous mettent un petit peu à l'arrière de la flotte. Il y a eu des problèmes d'énergie à la fin. Il y a eu ce contournement d'anticyclone également à la fin avec 700 000 supplémentaires. Alors, vous, c'est sur quoi que vous vous rattachez pour repositiver, repartir de l'avant? Mais moi, l'avantage et l'inconvénient de mes projets, c'est que c'est mes projets, moi. C'est moi qui vais chercher les partenaires. Le bateau appartient à ma société, donc j'ai pas d'autres actionnaires. Donc je pense toujours à la vision globale du projet. Et je pense toujours au verre moitié plein qu'à moitié vide. Donc quand effectivement j'ai la galère, tout de suite au soir du départ, j'ai une voile bloquée en haut du mât. Tu dis sur le moment, c'est rageant parce que je suis quasiment dans les derniers. Mais de l'autre côté, tu dis, c'est un défi aussi supplémentaire. Donc le fait de monter en haut du mât, je suis monté 2 fois. D'ailleurs, la première fois, j'ai même oublié de filmer, tu vois, donc je me suis fait gronder parce que j'ai pas filmé. Mais du coup, tu dis, tous ces moments durs, ça te permet aussi de mieux vivre après tout ce que tu vas vivre et de rattraper la flotte. Rattraper une partie de la flotte, c'était pour moi un succès. Et voilà, mais je me rattache à ça, le verre moitié plein, en me disant, il faut que j'aille au bout pour mes partenaires et puis au quotidien, pour les gens qui m'accompagnent. Il y a plein de gens qui m'accompagnent autour des partenariats, mais aussi au quotidien ici. J'ai plein... Comme s'il y a un groupe de supporters qui est super sympa à vivre au quotidien. Hein. Les gens ils passent sur le ponton, ils passent à l'atelier. Et je me dis, il ne faut pas que je déçoive ces gens-là et je ne peux pas baisser les bras. Et puis, un peu égoïstement aussi, je ne peux pas baisser les bras pour mes enfants, pour mes parents, pour mes sœurs qui me suivent tout le temps. Et voilà, donc du coup, je me dis, il faut que je m'accroche quoi qu'il arrive. Il y a eu beaucoup d'échanges entre skippers pendant la course, peut-être un peu plus que les éditions précédentes. Il y avait les groupes WhatsApp, il y a des moyens technologiques qui ont permis ça. Il y en a eu plus également pour vous, des échanges avec les autres, peut-être notamment avec ceux qui étaient proches de vous. On pense à Alain Roura, Stéphane Le Diraison notamment. Ouais, je te confirme, il y a plus d'échanges. Mais plus d'échanges avec les bateaux qui sont autour de toi, donc Stéphane et Alain Roura. On avait fait même un groupe WhatsApp les 3 semaines avant l'arrivée. C'était notre finale à nous, tu vois. Parce qu'on se tirait la bourre et tout. Et après, il y a eu beaucoup d'échanges, tu vois. Et moi, je trouve qu'il y a une image qui est formidable, c'est l'image de Samantha Davis qui arrive en Afrique du Sud. Et forcément, elle est déçue, elle s'arrête, mais on était tous tristes pour elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous fait une photo en train de boire une bière en Afrique du Sud, et puis elle nous encourage tous. Et c'est chouette, ça. Et après, il y a eu beaucoup d'échanges, moi, avec Yannick Bastaven, on est copains d'enfance d'Arcachon. Si bien grâce au WhatsApp, on s'est même fait une visio 3 jours avant que j'arrive, tu vois. Il me promettait d'être là à l'arrivée, mais c'était pas des promesses de Normand, il était vraiment là, tu vois. Et c'est chouette, je pense que ça nous a unis, nous, coureurs, mais aussi, grâce à ces visios, on a fait pas mal avec les partenaires. On a fait avec les écoles. Tu vois, j'ai encore cet après-midi dans une école. Et je pense que c'est chouette, ça permet de démocratiser encore plus la course. Et je pense qu'à l'avenir, on le fera encore plus. Moi, je le dis au quotidien aux partenaires, il faut qu'on fasse des visios. Alors, pendant le Vendée Globe, c'est sûr. Mais on oublie aussi que en dehors du Vendée Globe, on a des Routes du Rhum, on a des Jacques Vabre. Il y a la course en elle-même, évidemment, on communique. Et après, il y a les transats retour. Où nous, on est en mer. En fait, on passe beaucoup de temps en mer. Et ces moments-là, il faut que ce soit des moments de partage avec les partenaires. Je sais pas, je pense aux artisans. On fait les 25 ans d'une boîte. Arnaud, il est en mer. Il est peut-être pas en course, mais il est en mer. Mais on va l'appeler. On fait un truc en direct. Avec vous, on a fait des trucs en direct aussi. Et je pense que c'est chouette. Et franchement, en tout cas, moi, de mon point de vue, c'est pas contraignant. Et même les échanges avec les partenaires, moi je trouvais ça comme une richesse supplémentaire, une force supplémentaire pour se dire
faut pas que je m'arrête, quoi. Faut pas que je m'arrête là. Donc ces groupes WhatsApp, c'était ultra amusant. Groupe WhatsApp que coureurs, tu vois. Et puis nous, on a des groupes WhatsApp avec l'équipe technique où eux, des fois, tu vois, Noël premier de l'an, ils m'envoient une photo en train de boire une coupe de champagne, c'était Noël premier de l'an. Et du coup, c'est génial, ça permet de se donner une puissance supplémentaire. Ma maman, 80 ans, ma soeur lui a mis à faire WhatsApp. Le premier coup, je voyais que son oreille parce qu'elle faisait ça comme un téléphone. Donc ça prouve que tout le monde peut le faire et que nous, à bord, c'est pas une contrainte en tout cas. Alors, lors de la précédente édition, vous aviez noué des liens même assez forts avec Fabrice Amédéo, qui malheureusement a dû abandonner sur cette 9e édition. Est-ce que là aussi, il y a eu des rencontres par des échanges en mer avec un ou des skippers que vous ne connaissiez pas forcément plus que ça? Alors, tu vois, pour revenir Fabrice Amédéo, on était plutôt proche à 4 ans. Malheureusement, il a abandonné. Avant qu'il abandonne, on a beaucoup parlé ensemble. Après, il est rentré chez lui faire Noël premier de l'an. Et il m'a envoyé une photo de son plateau de fruits mer pour Noël. Donc, c'est plutôt amusant. Il avait un bel homard avec des huîtres et tout ça. Donc, ça, c'était chouette. Après, des rencontres un peu infortuites. Ouais, tu vois, Jérémy Bayou, qui n'a pas l'habitude de communiquer d'habitude, il est reparti. Et au moment où il est derrière moi, il commence à me doubler. Tu vois, même lui, qui est pourtant, on va dire, un gros guerrier, un grand compétiteur, on s'est écrit, on s'est beaucoup parlé. Et lui, il se disait qu'effectivement, maintenant, faire cette course-là, pour lui, c'est une découverte aussi. Il fait une course différente. Il part de derrière pour essayer de rattraper. Et c'est là où il a vu cette richesse intellectuelle de finir un projet. Du coup, on a pas mal parlé à ce niveau-là. Après, c'est sûr que ça permet aussi d'être moins seul à bord, quoi. Un mot sur ce bateau. Quelle est la relation entre le skipper Arnaud Boissière et son bateau? Est-ce que à chaque bateau, il y a une relation différente? Comment ça se passe? Ouais, à chaque bateau, il y a une relation différente. Le nom du bateau, le nom de baptême, on l'a appelé Diaboléo. Diabolo, c'était mes noms de bateau. J'avais eu un mini transat Diabolo. Yann Gustaven, c'était Satanas, on les a construits ensemble. Mon Figaro, après, il s'appelait Diabolo 2. Et après, ce bateau-là, on l'appelait Diaboléo parce que Léo, c'est mon petit garçon qui est né il y a un peu plus de 4 ans maintenant, avant le départ du précédent Vendée Globe. Donc, c'était un peu son bateau à lui. C'était un peu le projet qu'on avait monté avec la maman de Léo à l'époque. Donc, du coup, il y a une relation extrêmement particulière. On a passé un dimanche ensemble avec mon petit garçon avant de partir. Il a fait un petit dessin. Et puis, il a fait un petit bisou sur le bateau avant de partir. Donc voilà, se dire que les campagnes Vendée Globe, c'est lié au bateau. C'est dire qu'on a passé beaucoup de temps autour du bateau. C'est une relation très forte qu'on a. On a tout désossé le bateau pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est une belle fierté aussi d'avoir fait le tour du monde avec. Et c'est vrai que quand tu arrives dans Vendée Globe, tu es un petit peu insolent parce que tu dis que probablement, si tu dois repartir, tu ne repartirais pas avec ce bateau-là. Et qu'il y a une relation très forte. Donc c'est quelque chose de fort. Et c'est vrai que ce bateau, je l'aime profondément. Et donc maintenant, objectif un 5e Vendée Globe. Cette envie de repartir, elle est toujours présente, même pendant la course. Il n'y a aucun moment où on se dit non, ça y est, c'est bon, là, je repartirai pas. Moi, en mer, dès que j'ai une galère, j'essaye de positiver et se dire, je prends ça comme un plus expérience, plus quelque chose de vie aussi, une histoire de vie. J'ai affalé ma voile principale quasiment à 100% à un moment dans la mer du Sud. Je me suis retrouvé là en pied de mât à flotter dans l'eau. C'est des moments d'incertitude où tu dis que c'est quand même tendu, mais sur le moment, tu es actif, donc tu ne penses pas trop. C'est quelques heures après, tu dis c'était chaud. Mais comme je suis toujours attiré par la mer, le jour où j'arrêterai de faire la course au large, je ferai quand même du bateau. Et je trouve que c'est une excellente manière de se dire que c'est beau ce qu'on vit, c'est un gros privilège. Donc je suis attiré par cette course le Vendée Globe, je suis attiré par ces IMOCA. Donc même les moments de galère, même les moments où je suis en Dumas en train de me dire mais qu'est-ce que je fous là-haut, je me dis que c'est un vrai privilège, même si des fois tu emmènes par large. Donc je suis attiré par ces projets-là. Donc ouais, je me projette. Après, il y a des moments durs, il ne faut pas les oublier. Ça permet de servir d'expérience pour le prochain coup en se disant les petites faiblesses à droite à gauche, ça permettra, les faiblesses personnelles ou les faiblesses techniques, ça permettra peut-être d'être plus performant le prochain coup. Merci beaucoup, Arnaud. Merci, à bientôt. Et à bientôt.